chers téléspectateurs de Télé Plus, bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de votre magazine Autour du Plan. Comme nous avons pris l'habitude dans cette émission Autour du Plan, nous analysons les questions d'actualité politique de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas également l'actualité politique internationale. Et aujourd'hui, l'actualité reste dominée par plusieurs sujets. Nous avons les questions liées à la CENI, les questions liées à l'état des sièges, les questions liées au social des Congolais, mais également l'exploitation illégale des minéraux en République démocratique du Congo. Vous avez suivi d'ailleurs notre confrère de RFI et France 24, Alain Foka, qui nous a donné beaucoup de révélations. Nous allons revenir sur toutes ces questions autour de cette émission, Autour du Plan, qui reçoit ce soir Adolphe Amissi, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et communicateur du parti. Bien sûr. Et aujourd'hui, on peut dire que le parti se porte bien. Le parti se porte à merveille. Et comme vous le savez, c'est depuis des ans et demi que le parti a accédé, n'est-ce pas, au pouvoir. Et comme vous le savez, le rôle d'un parti politique, c'est de le pouvoir et les garder le plus longtemps possible. Quels que soient les moyens? Bien entendu. Ce n'est pas quels que soient les moyens, mais des moyens aussi démocratiques, parce que nous avons mené un combat non violent. Et nous avons démontré à la face du monde que les stylos pouvaient aussi avoir un impact sur le changement, n'est-ce pas, politique d'un État. C'est ce qui a été fait. Nous, aujourd'hui, nous sommes un exemple à travers l'Afrique, pourquoi pas le monde, en disant le peuple a un mot à dire si il est déterminé justement pour en finir avec un système qui ne le peut pas. Tout cela, la passation pacifique du pouvoir, avec le stylo, comme vous venez de le dire, pas question d'armes. Mais je dois vous rappeler, cher ami, les Congo ont toujours été un exemple pour l'Afrique. Comme vous le savez, en 1997, nous avons assisté à l'entrée de l'AFDEL. Qui a été accompagnée par la majorité de notre peuple. Bien entendu, nous avons changé de régime, mais ce n'était pas dans notre coutume, justement, pour accéder au pouvoir avec les armes. On a compté toujours que la démocratie puisse primer. Et de 1997 jusqu'en 2021, vous allez comprendre que l'UDPS a tenu mort de guise, l'UDPS a tenu pour son combat et nous avons atteint des objectifs qui sont la victoire, qui est la victoire du peuple au suffrage universel direct où on a eu le président de la République. Et cette passation pacifique du pouvoir, vous la devez aussi en quelque sorte à l'ancien président Joseph Kabila? Non, non, c'est tout un système, c'est la volonté de notre peuple. Les élections ont été prévues en 2016, malheureusement, par la volonté de M. Kabila, il n'y a pas eu des élections nationales. Et je dois vous rappeler que ce n'était pas un cadeau. C'était suite à une détermination de tout un peuple, sous le leadership de l'Union pour la démocratie et pour le social. Nous avons atteint des objectifs, c'est-à-dire la dictature a été vaincue et la démocratie a primé. Voilà. Monsieur Adolphe Amissi, c'était les liminaires. Entrons dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la situation en République démocratique du Congo. D'ailleurs, vous allez voir dans notre thématique, CENI, état de siège social, tout est prioritaire. Voilà, nous allons commencer avec la situation de la Commission électorale nationale indépendante. La désignation des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie semble préoccuper toute la population. Vous également, personnellement, vous êtes préoccupé par cette situation? Je crois que nous avons découvert la qualité de l'homme congolais, et surtout l'homme de l'Église. Dans les autres pays, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais suite à la méfiance entre nous, entre les uns et les autres, il a été important de pouvoir associer aussi la société civile qui devait participer à la composition de l'équipe qui avait la charge d'organiser les élections dans notre pays. Mais malheureusement, c'est un constat amer de dire que les hommes de l'Église, incapables, avec tous les bruits qu'ils nous fournissent, matin, midi, soir, à nous prêcher la parole de Dieu, et nous pensons
la parole nous renseigne toujours l'humilité préserve la loi. Pour l'intérêt de la majorité, je crois qu'on est obligé de même de s'effacer, justement pour atteindre des objectifs. Mais malheureusement, nous avons compris que ce sont les gens qui nous emmènent. Ce sont les gens qui ne veulent pas les élections. Or, ils oublient que la Constitution reconnaît à un président de la République un mandat renouvelable une seule fois. Et ce mandat est chronométré, c'est pendant 5 ans. Mais avec ces manœuvres que nous observons, venant, n'est-ce pas, des hommes de l'Église, qui, d'ailleurs, en tant que politiques, en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous avons constaté que c'est une composante qui manque de la personnalité, une composante qui manque, n'est-ce pas, la considération vis-à-vis du peuple congolais, parce que je crois que si nous totalisons aujourd'hui les temps qu'ils ont passés, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui va être représenté au niveau de la CENI, et c'est juste un constat amer que nous pouvons que leur dire, ils doivent retourner au principe. Justement, parlant de ces confessions religieuses, Amici, qu'est-ce qui bloque, justement? Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit veut dire le respect des principes. Quels sont ces principes? Les principes qui ont été fixés par eux-mêmes. Ce n'est pas les politiques, ce n'est pas le peuple congolais. Et qui s'appelait confession religieuse, ils ont dit, lors, n'est-ce pas, de la rencontre de l'ensemble de cette confession, ils vont se focaliser sur le consensus. S'il n'y a pas de consensus, ils vont aller aux élections. Et si on peut prendre le début de l'affaire, ils sont à 8. Ok? Ils ont essayé quand même de trouver le consensus. Ils n'ont pas pris parce qu'ils ont fini par avoir 2 candidats. Et ceux qui devraient partager ces candidats, ce sont les élections. Oui. Mais malheureusement, avec tout ce que nous avons appris à travers vos médias aussi, on a vu, il y a même M. Labichol qui a accepté d'éteindre les lampes et de dire aux amis, moi je vais aller dormir. Mais le processus n'est pas encore terminé. Les autres 6 se sont vite être humiliés. Et ils ont compris que non, nous sommes 6 et ils sont 2. Et donc, ils sont en train de fuir la réalité. Et nous devons les mettre devant le fait accompli. Et donc, moi, en tant que réaliste, je suis un militant de l'état du droit. Et nous disons, là où il y a des principes, il faut respecter les principes. Même si ça ne cadre pas avec l'avantage que vous Mais vous savez que le principe voudrait aussi que les PV soient signés par le président ou le vice-président, alors que et le président et le vice-président, tous, n'ont pas signé le PV. Nous avons le devoir de dire la vérité, monsieur le journaliste. Les pays ne peuvent pas s'agenouiller par la volonté des individus. Être président d'une organisation informelle ne vous donne pas le prérogative. Si c'était une organisation informelle, elle ne devait pas quand même avoir cette charge de désigner les membres de la CENI. Je ne sais pas moi. Est-ce que dans ce pays, nous avons une institution que nous appelons confession religieuse? Si vous pouvez me dire, peut-être ma mémoire me trompe. Je pense non. Ça fait partie de la société civile. C'est juste un arrangement. C'est juste un arrangement. Nous avons le nom de toutes les institutions de la République. Elle est reconnue en tant que société civile. Attendez, c'est une organisation, c'est une formatation. C'est-à-dire qu'on a voulu rapprocher les uns et les autres. Peut-être dans ces cas-là, si on ne pouvait pas avoir cette confession religieuse, on allait dire non, on nous a exclus, nous, de la société civile. Il fallait les inviter. Mais ils ne peuvent pas être les blocages pour l'avancée de la République. Le temps compte. Si nous attendons l'installation du bureau de la CENI, n'est-ce pas, qui doit travailler sur le calendrier. Malheureusement, il y a des individus qui s'octroient le privilège de parler au nom de la CENI. C'est inacceptable. À cela, nous savons qui sont en train de nous amener à ces désordres, et nous devons avoir le courage de dire que l'Église catholique et le SCC nous amènent à la merde. Et à cela, les Congolais doivent tirer toutes Hier, les l'Église catholique était avec vous, vous avez combattu ensemble. Aujourd'hui, vous êtes devenu ennemi numéro 1 de cette confession religieuse. Non, pourquoi dire que les catholiques ont combattu avec nous? Mais Jean-Marc Kabound l'a dit, on a donné 50-50. Mais bien entendu, c'est un secret de polichinelle. Nous, on a mené la... Qu'est-ce qu'on appelle? Nous amenions les hommes, et nous, ils nous servaient de cadres.
Vous comprenez? Mais quand Jean-Marc Kaboun parle du 50-50, oui, c'était une mais ils ont quand même contribué. Les 50 veut dire ils ont des infrastructures. Mais cela veut dire que vous étiez ensemble. Non, ce n'est pas une question d'ensemble. Quand quelqu'un vous donne des infrastructures. Aujourd'hui, parlons maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous sépare avec eux? Si on s'est dit, respectons le principe. Le principe voudrait que nous trouvions un consensus. Il n'y en a pas eu de consensus. Autour de Denis Kadima, il n'y a pas de consensus. Non. Puisque c'est de lui qu'il s'agit. N'incitons pas. Puisque c'est de lui, c'est un secret de polichinelle, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Denis Kadima n'a pas fait l'unanimité au sein des confessions religieuses. Et les autres disent que ben, voilà, il y a eu beaucoup trop de soupçons, pourquoi pas écarter ce candidat, chercher un autre. Et ben, c'est là que le problème a commencé. Bon, moi je pense que la loi elle est dure, mais le reste est la loi. Les principes établis doivent être respectés par les gens qui ont mis devant eux cette réglementation. Chers amis, ne dérogons pas la règle. Moi je suis un partisan de l'état du droit. Et le président Tshisekedi nous rappelait toujours que l'état du droit est trop difficile plus que la dictature. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens ont la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils doivent savoir qu'ils seront attrapés par les temps. Les confessions religieuses, on sous-entend que ce sont des personnalités. Mais malheureusement, le spectacle que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, nous disons que le pays ne peut pas être arrêté à cause de... Mais il y a eu quand même l'Assemblée nationale qui a pris à bras-le-corps cette question. Vous croyez que la démarche de l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui on doit se le dire, l'Assemblée nationale se trouve être bloquée par cette situation et le président de cette chambre basse du Parlement a voulu ramener ces partis sur la table des négociations. Croyez-vous que la démarche de l'Assemblée nationale à travers son président va réussir? Je dois vous rassurer que l'Assemblée nationale doit se revêtir du courage, point barre. C'est une représentation de la population. C'est le peuple qui a élu ces députés qui sont là-bas et ils ne doivent que statuer pour le bonheur du peuple. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une organisation, un regroupement qui s'est fixé des principes, les mots qui se ont dit, mais malheureusement incapable de les adapter. Nous attendons tous. Mais je crois que l'Assemblée nationale est là justement pour prendre des décisions courageuses qui vont faire avancer la République. Et bien entendu, j'avais une proposition personnelle. Si c'était laquelle? Si les 8 confessions religieuses se disent qu'on n'a pas eu à organiser les élections, et qu'on organise les élections et que le médiateur qu'il y ait une fuite en avance comme on a constaté avec l'Église catholique et les CC. Mais est-ce que vous savez qu'il y a l'Amouka qui a dit ne pas vouloir envoyer ses représentants au sein de la CENI parce que la procédure ne serait pas respectée? Il y a également le FCC qui a refusé, non seulement ces deux regroupements de l'opposition, au sein de l'Union sacrée également, il y a la coalition de Moïse Katumbi Ensemble pour la République qui refuse d'envoyer les candidats, les représentants. Il y a également même l'UNC avec qui vous êtes au sein du CACH qui refuse. Est-ce que vous ne voyez pas que l'UDPS, vous êtes en train de rester seul dans cette affaire? Je suis en train de refuser de faire l'amalgame dans ce que nous faisons et dans ce que nous parlons à l'instant. On peut parler du FCC. De quel FCC parlez-tu? Parce que dans les institutions, nous avons les FCC. Non, ça sont les débauchés. Qu'est-ce que vous appelez débauchés? Il n'y a pas de FCC? Ils ne sont plus du FCC. Vous allez dénier, en quoi? Vous allez dénier la qualité à M. Iléo. Mais aujourd'hui aussi, la qualité à M. Mende, qui n'est pas du FCC. Aujourd'hui, vous pouvez me dire aussi que Tchibala est de l'UDPS. Tchibala est du FCC, il n'est pas de l'UDPS. Mais il se réclame être de l'UDPS. Mais c'est de la même manière. Mais non. Apparemment, vous ne voulez pas affronter la vérité, monsieur le journaliste. Je sais bien que vous êtes l'historien du présent. Parlons de la vérité, c'est mieux. Tchibala n'est pas de l'UDPS. Tchibala est du FCC, c'est connu. Il est dans la conférence du président, il y siège. Mais pourquoi changeons l'histoire? Mais c'est de la même manière que les Mende sont au sein de l'Union sacrée, ils ne sont plus du FCC. Mais je vous dis, l'Union sacrée, ce n'est pas un parti ou un regroupement politique. Chacun respecte son regroupement. Mais nous sommes dans l'Union sacrée justement pour répondre à ce que le président a dit, que l'Union sacrée, la loi suprême, c'est le bonheur du peuple. Mais les autorités de cette Union du FCC ne reconnaissent plus
ceux qui sont au sein de l'Union sacrée d'être les leurs. C'est de leur droit. Dans un parti politique ou dans un regroupement politique, on entre comme on veut et puis on sort comme on veut. Étant donné que ces personnalités n'ont pas encore dit mot, contrairement par rapport à ceux dont vous faites allusion, et donc nous considérons qu'ils sont du FCC. Jusqu'à la preuve du contraire, ils acceptent ça. Voilà. Adolphe Amissi, il y a également la question de l'état de siège qui nous préoccupe autant. L'état de siège a été prorogé pour la 7e fois de suite. Ça fait partie également des priorités. Après plus de 3 mois, y a-t-il, peut-on dire, des avancées significatives? Bien sûr, il y a beaucoup d'avancées significatives. Vous savez, Kinshasa interprète mal le Congo. Il y a ceux qui vivent à Kinshasa. Ils ne comprennent de rien à ce qui concerne la réalité au niveau du Kivu. Mais ils veulent se substituer en donnant des commentaires qui ne sont pas appropriés. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, surtout des réalisations de la part de nos forces armées qui délogent les IDF. N'oubliez pas la guerre. On sait quand on commence, mais quand est-ce que ça finit? On ne connaît pas. Mais ce que fait nos forces armées sur le terrain, c'est quelque chose à louer. Bien sûr, il y a des cas isolés où certains responsables se livrent au détournement de fonds alloués à ces dignes fils qui sont matin et soir en train de se battre justement pour retrouver l'intégrité territoriale reconnue dans leur mission régalienne. Ce comportement, nous devons le décourager. Il n'y a pas Et je dois vous le dire, ce n'est pas le nombre de fois de l'état, de la prolongation de l'état de siège qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est mettre fin, n'est-ce pas, à cette guerre injuste, nous imposer, et par la volonté de nous-mêmes qui sont des traîtres, qui acceptions, n'est-ce pas, de composer justement mettre fin à ces massacres. Mais vous avez dit qu'il y a des avancées significatives, mais jusque-là, il y a toujours des tueries. Dernièrement, on venait de voir le convoi qui était hautement sécurisé par l'armée congolaise, qui a été attaqué. Donc, vous dites qu'il y a des avancées, mais sur le terrain, il y a toujours des tueries. Donc, ce que nous avons vécu ces derniers temps... Et il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs que depuis que l'état de siège a été instauré, il y a plus de tueries qu'avant. Non, c'est pas vrai. Moi, je viens de là. J'étais à Goma, j'étais à Beni, j'étais à Moutembo. Ce que vous dites, c'est une contradiction. Bien sûr, les gens croyaient peut-être avoir l'état de siège, c'est finir dans 2 ou 3 jours. Je vous ai dit tantôt ici que la guerre, on connaît quand ça commence, mais quand ça finit, on ne connaît pas. Vous comprenez? C'est Mao Zedong. Donc nous sommes dans un processus. Et je crois que cette guerre, c'est une guerre symétrique qui nécessite vraiment beaucoup d'intelligence. En tant que patriotes, nous avons le devoir d'apporter, n'est-ce pas, les encouragements à nos forces armées et de leur dire que l'ensemble du peuple congolais est derrière vous, en train de suivre ce que vous êtes en train de faire. Je crois que les victoires qui peuvent être récoltées sur le terrain, ce sont des victoires de nos forces armées, mais c'est pour le peuple congolais dans la généralité. Et donc, nous croyons que l'état de siège, on ira même jusqu'à 50 prolongations, justement, quand nous aurons atteint l'objectif, c'est-à-dire finir une fois pour toutes, je crois qu'il y aura plus ça. Dès qu'il y aura des points de résistance, nos forces armées seront toujours sur le terrain pour chasser, n'est-ce pas, l'ennemi jusqu'à son dernier détachement, et in fine, notre population de l'Est de la République va retrouver la paix, la quiétude, la sérénité de vivre dans la paix, au moins pendant le mandat du chef de l'État, parce que c'est son cheval de bataille de retrouver la paix à l'Est de la République. De retrouver la paix à l'Est de la République, comme jusqu'à présent, la paix tant attendue ne vient toujours pas, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer des stratégies, de chercher d'autres stratégies? Il n'y a pas d'autres stratégies. Nos forces armées se battent sur le terrain. C'est ça. Il y a un ennemi qui vous attaque.
Quelle est cette solution que vous voulez? À part les pourchasser et puis les mettre hors d'état de nuire. C'est ce qui s'est fait. Nous avons une armée et nos dignes fils se comportent correctement au front. Et moi, je crois, il y a les pessimistes, les gens qui doutent de tout. Mais les non-solons, ils seront dessus. Ces dignes fils vont les confondre et la paix va régner sur l'étendue de l'Est de la République démocratique. La paix va régner sur toute l'étendue de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas le souhait de tout Congolais qui aime son pays. Nous voulons que la paix revienne dans ce parti Est de la République démocratique du Congo. Adolphe Amissi, nous parlons également social. Aujourd'hui, certainement, en République démocratique du Congo, le social se résume par le panier de la ménagère. Le chef de l'État, non seulement le chef de l'État, le gouvernement avait promis la baisse des prix des produits surgelés. Mais si vous allez sur terrain, malheureusement, le constat... Ça peine à venir. Ça peine à venir. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? Bon, je dois vous rappeler que les sociales, bien sûr, c'est dans la casserole de l'homme, bien entendu, mais n'oubliez pas aussi que les sociales, c'est aussi la gratuité de l'enseignement. Il y a des écoles où on payait quand même de 1000 $. Si aujourd'hui on ne le paye plus et on prend ce 1000 $ pour s'acheter un sac d'huile, un sac de sel, un carton de chacha, ça fait partie aussi du social. Mais la qualité de l'enseignement, ça reste comme tel. Pas du tout. Ça reste comme tel. Si vous êtes parent, vous avez suivi les grognes des enseignants qui n'enseignaient presque plus dans les écoles. Non, c'est tout un processus, cher ami. On a fait plus de 22 ans dans ce pays. Même aller au-delà, où le parent supportait le professeur. Aussitôt arrivé, en tant que candidat, le président de la République a promis qu'il y aura la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national. Aussitôt arrivé, c'était aussi d'ailleurs ça coïncidait avec la rentrée scolaire, on a décrété la gratuité de l'enseignement. Mais malheureusement, il faut qu'on se dise, malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans un regroupement hétérogène où les gens n'obéissaient qu'aux ordres de l'autorité morale. Ils ont oublié qu'il y a un commandant suprême des forces armées, les garants de la nation, qui était le président de la République. Mais après évaluation, on a compris qu'il y a certaines personnes qui ne jouaient qu'à la traîtrise. Il allait en contre-courant contre la volonté du gouvernement. Il a fallu mettre un point final à ça et créer cette union que nous appelons du peuple, c'est la loi suprême de nous tous. Évaluons la gratuité avec M. Macron. Mais aujourd'hui, la gratuité avec M. Tonema, je crois qu'il faut applaudir. Parce qu'il est devenu le best. Oui, il a démontré la qualité de bien faire, de vouloir faire et d'atteindre les objectifs. L'autre là, je ne sais pas comment il s'est comporté avec un enseignant qui enseigne au table. Malheureusement, à part d'être enseignant, c'est un technocrate. Tony Mwamba, c'est quelqu'un qu'on a jeté des fleurs. Aujourd'hui, même le bureau, comment ça on appelle, le bureau de l'éducation, ne reçoivent plus de moyens. Et après, après avoir élagué, n'est-ce pas, les écoles fictives qui ont été bénéfiques pour l'Église catholique parfois, ou d'autres églises et des écoles, plus de 2000 écoles fictives. Mais si vous allez chez les enseignants, vous leur posez des questions, ils vous disent que rien n'a changé. Non, nous sommes dans le processus. Nous sommes dans le processus et on a compris qu'il y a eu des écoles fictives qui bénéficiaient de moyens de l'État. Et ces moyens seront encore affectés à des écoles normaux qui vont aussi avoir quand même une subvention aussi élevée par rapport à l'année passée. Tout ça, ce sont des processus. On demande de trop. Félix Tshisekedi n'a que 2 ans et demi, cher ami. Les amis qui étaient là-bas, ils ont fait 20 ans, 21 ans. Ils ont détruit valablement ce pays. La comparaison n'est pas raison, dit-on. On ne peut que construire l'avenir en se référant de l'histoire. C'est l'histoire de notre pays qui a eu un régime qui était venu le 17 mai 1997, qui a pris 21 ans. 21 ans de quoi? Des régressions, pas d'avancement. Et à cela, on devait quand même remettre à plat, n'est-ce pas, la situation normale de la République démocratique du Congo à travers le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous allons atteindre des objectifs à 2%. Parlons du panier de la ménagère. Jusqu'à là,
Malheureusement, rien n'évolue. J'avais condamné la communication du ministre, le porte-parole du gouvernement. J'avais condamné. C'était à Goma d'ailleurs. Je me suis dit, c'était prématuré de donner ou de communiquer cette manière, en disant que non, voilà, le produit c'est élève. Non, non. Il fallait réunir toutes les conditions possibles. Premièrement, le gouvernement devait avoir langue avec les partenaires. Ils essaient un peu d'aplanir les différends. Ils démontrent, n'est-ce pas, l'avantage qu'il a amené en face, n'est-ce pas, de ces opérateurs économiques, l'avantage, et leur dire clairement qu'il y avait une commission créée au ministère de l'économie qui a effectué, n'est-ce pas, la ronde de partout où vous achetez des choses. Et voilà le constat. Par rapport à ce constat, nous on veut que ce soit ainsi. Les deux groupes vont se mettre d'accord sur certains points et puis ils vont fixer les prix. Nous nous sommes précipités à communiquer, or que les choses n'étaient pas encore bien négociées. Il y a eu un document signé entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Là aussi, il y a un déficit communicationnel. Comme vous le savez, on peut élaguer certaines taxes, ok? Mais il y a des produits qui ont été importés, qui ont subi les conséquences de ces taxes-là. Alors, ces taxes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter qu'ils épirent un peu, leurs marchandises, leurs stocks restants. Oui. Et quand ils vont importer maintenant le nouveau stock, là, ils vont bénéficier de tout ce que le gouvernement a mis à leur disposition. Mais si on les impose de pouvoir, n'est-ce pas, appliquer le prix édicté par le gouvernement, nous pensons qu'il n'y a personne qui peut être au-dessus de l'État. Vous croyez que le gouvernement est allé vite en besogne? Bien entendu. À cette question, le gouvernement est allé vite en besogne. Tu vois, avec la problématique de billets d'avion, il y a eu quand même une solution idoine et aujourd'hui, tout le monde fait confort. Parce qu'ils ont démontré tout ce qu'ils ont mis devant les partenaires et les partenaires étaient convaincus que c'était important de rabaisser le prix. Mais pour ce qui concerne les produits surgelés, il fallait laisser le temps qu'ils épirent un peu leur stock et en attendant que le nouveau stock arrive, là ils vont se mettre, n'est-ce pas, à la disposition de l'État par rapport à la volonté de fixation de prix. Voilà. Adolphe Amissi, je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, il faut le préciser. Ce n'est pas l'UDPS tout court, c'est l'UDPS Tshisekedi. Mais avant de passer à notre deuxième sujet, on a tous suivi pendant les examens d'État Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya figuré sur les items de l'examen d'État. Est-ce que ces personnalités font partie de la culture générale? Mais je suis très désolé parce que cette question vient d'un historien du présent. Rappelons-nous de l'histoire de Lumumba quand il a dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Peut-être vous le faites à dessein. Est-ce qu'Augustin Kabouya a déjà écrit l'histoire de la RDC? Aujourd'hui, les meilleurs politiciens de la République démocratique, c'est déjà marqué Kabouya. Comment ça? Je vous l'ai dit. Soyez cohérents. Les meilleurs secrétaires... prouvez-nous. Je suis en train de vous le démontrer. Je suis vice-président de la jeunesse de l'UDPS. Prouvez-le nous. Je ne suis pas quelqu'un de 5 jours. Ça fait 24 ans. J'ai élevé aux côtés de Tshisekedi. J'ai élevé aux côtés du président de la République. Allez-y. Ce parti me connaît, moi je connais ce parti. Si on veut évaluer la vie politique de notre pays, le meilleur politicien pour l'instant, c'est Jean-Marc Kabounda. Pour avoir fait quoi? Beaucoup de choses. Tel que? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous évite les détails. Parce que vous savez, la sensibilité politique peut être considérée même dans le moindre trait d'union. Alors je vous évite, n'est-ce pas, les détails. Deuxièmement, les meilleurs secrétaires généraux d'un parti politique au pouvoir, le meilleur, c'est Augustin Kabouya. Au pouvoir. Avec le travail qu'il est en train de faire. Non, non, non. Ne balisons, non, bon, qu'est-ce que je veux dire? On a vu des Camérés, des Chadari, des Bochab passer. Autre temps. Caméré fut le meilleur politicien aux côtés de M. Kabila. Mais aux côtés de Tshisekedi, un mauvais politicien. Ça, il faut considérer autre temps. Le temps de Kabila, Caméré fut un bon politicien. Mais dans le temps de Tshisekedi, il nous a amené la merde. Si on veut évaluer le projet de 100 jours, nous parlons à travers les médias. On devrait, le rôle qu'on avait, c'est
que le zèbre puisse parler au lieu que nous puissions parler. Revenons à notre question. C'est pour vous dire que l'histoire du Congo est en train d'être écrite au Congo. Et ces deux personnalités, d'ailleurs, c'est pas mon histoire. J'ai vu partout, là, on a cité les Moïse Katumbi. Il y a beaucoup de gens qui ont été cités dans ça. Mais ce qui marque, c'est ce qui vous a poussé peut-être de pointer les noms, parce qu'ils représentent quelque chose de consistant. Jean-Marc Cameroun et Augustin Cameroun. Pourquoi cette coïncidence, les deux dirigeants de l'UDPS? C'est leur temps. C'est vrai. C'est leur temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont au solo du pouvoir. Merci beaucoup, Amici. Ils sont à la musique. Nous allons passer rapidement au deuxième sujet de notre émission de ce soir. Ouais. Adolphe Amici, nous avons suivi avec beaucoup d'amertume le reportage d'Alain Foka sur l'exploitation minière dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors que le Nord Kivu est en plein état de siège. Avec les autorités militaires, on ne pouvait pas quand même imaginer que les Chinois interdisent aux autorités du pays l'accès dans un carré minier. Que vous inspire cette façon de faire? Il faut saluer la grandeur et l'amour du Congo qu'a le président de la République. Là, il faut aller tout droit au but. Le président de la République place son siège à Goma. Pour quelques jours. Pour quelques jours. Ça existe, il va encore retourner là-bas. Il est en train quand même de travailler pour son pays. Il arrive là-bas, il vous a rappelé. Il a trouvé une sorte de l'omerta. Là où on tue en silence. On vole en silence. On détourne en silence. C'était la découverte du chef d'État. Les gens ont menti les chefs de l'État en disant qu'ils ont multiplié le nombre, n'est-ce pas, de militaires au front, de 11 000 à 22 000. Arrivé là-bas, même les 11 000 ne sont pas visibles. Si vous croyez que le bonheur du Congo viendra au ciel, vous vous trompez. Parce qu'on est en train de se tromper nous-mêmes. Quand quelqu'un trompe sa conscience, je ne sais pas s'il trompe la conscience ou il se trompe lui-même. C'est ce qui se passe. Nous, Congolais, on est devenus plus complices qu'acteurs pour finir peut-être avec des comportements inacceptables. Ce n'est pas pour rien le président fait appel à Alain Foka. Alain Foka. Ce n'est pas pour rien. Il devait faire ce travail-là. Et ce travail devait être connu par les Congolais. Voilà comment on utilise votre pays. Mais ici, moi, je dois dire que ça doit finir. Ça doit finir. Monsieur le journaliste, Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Moi, personnellement, je dois vous rappeler, j'aime le Congo. J'étais au moment le plus fort de notre lutte, je me rappelle. Quand je vois ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les gens de Kabila, les autres, ils en savent quelque chose quand ils voient Yanis. Je m'énerve. Et ça doit finir. Je crois qu'on n'est pas là juste pour plénicher, nous avons le pouvoir. Nous devons prendre nos responsabilités et dire que ça doit finir. Ça doit finir. On a dit à un certain moment à chaque dirigeant, son chinois, son indo-pakistanais, qui peuvent être derrière ces gens-là. Non, non, chez nous, ça ne peut pas exister. Mais ça existe au Congo. Nous avons un prestige qu'il faut protéger. Ça existe au Congo, vous le savez, Nous avons à chaque un prestige. dirigeant. Voilà, ça existait. Si à notre temps, ça existe, il faut que le châtiment du peuple... Mais vous savez quand même que ça existe. Non, chez nous, ça ne peut pas exister. Je peux vous citer? Citez-moi. Est-ce que vous connaissez l'histoire du grand marché de Santo? Oui, je connais. Vous en connaissez quelque chose? Oh oui. J'ai vu le président qui a mis à l'écart les coopérants qui ont été amenés par le gouverneur et il fallait donner à des chercheurs sérieux qui vont construire des marchés modernes. Je voulais juste vous donner cet exemple-là. On peut évoluer maintenant. maintenant. De quelqu'un. Comment vous pouvez vous imaginer? Les autorités de la République démocratique du Congo se déplacent à l'Est, justement pour voir comment les choses se font, comment nos minéraux sont en train d'être exploités. Vous trouvez des Chinois à des situations irrégulières qui exploitent irrégulièrement nos minéraux. Je suis très désolé, ça ne peut plus continuer, mon frère. Il faut mettre un fin. Je crois qu'Alain Foka a fait son travail. Les restes du travail, c'est pour nos services. Vous comprenez? Nos services d'intelligence, nos forces armées, la police nationale,
ce n'est pas pour rien, ils reçoivent l'argent des contribuables. Parce qu'ils ont une mission régalienne, entre autres, de protéger les peuples et c'est bien pour la police. Et l'armée, c'est pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, qui ne peut pas être un passoire où on trouve des Ougandais. Voilà, des Chines jusqu'à la République démocratique du Congo. C'est plus de 14 heures du temps. Et si vous le mélangez, c'est 16 heures du temps pour y arriver. Comment ces messieurs peuvent se retrouver dans la bourse de la République démocratique du Congo? Comment il a su qu'il y a le minerai? Ils ont même amené des machines. Mais c'est qu'on dit en complicité avec certaines autorités du pays. Je crois que chacun doit jouer son rôle. C'est en complicité avec certaines autorités du pays. Quelles sont ces autorités qui sont au-delà du bonheur de notre Puisqu'ils ne peuvent pas aller seuls quand même, on doit se le dire. Ils sont là-bas, ils ont même des groupes armés qui les protègent. Un Congolais peut accepter que cela se fasse ainsi. Nous sommes dans notre pays. Pourquoi exploiter illégalement nos minéraux au lieu, n'est-ce pas, d'entrer dans la grande porte et que cela soit bénéfique pour notre peuple? Vous vous amenez vos engins parce que nous avons l'actif. Notre actif, c'est nos minéraux. Notre actif, c'est la République démocratique du Congo. Amenez vos machines, nous avons nos minéraux, on fait 50-50. Mais quand vous venez à de manière frauduleuse, vous amenez les armes, vous octroyez les armes aux autochtones qui sont en train de tuer ces paisibles, n'est-ce pas, les compatriotes. Je crois que ça doit finir avec nos services. Ça doit finir avec ceux qui ont l'intelligence de pouvoir en finir avec. D'ailleurs, on a vu dans les images certains travailleurs, comment est-ce qu'ils sont en train d'être torturés. C'est la question majeure que nous sommes en train de nous poser. Est-ce qu'avec cette exploitation minière, les Congolais est devenu esclaves dans son propre pays? Quelque part, c'est une volonté congolaise. Le mine, là, vous appartient. L'or, le diamant, les castetés, c'est pour vous. Mais vous vous transformez à des assujettis, des gens qui viennent chercher quelque chose qui se trouve sous votre terre. Retrouvons notre conscience. Voilà. Merci beaucoup, Adolphe Amissi. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission de ce soir. Il y avait quand même une question d'actualité qui a tant préoccupé les Congolais, c'est la découverte de cet armement au sein du domicile de John Numbi. Vous, personnellement, en tant qu'analyste politique, en tant qu'acteur politique, vous pouvez dire que cette histoire de John Numbi est vraie? Oh, mais vous voulez me pousser que je puisse dire que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Ce que vous avez vu, en plein centre-ville. C'est la deuxième opération. Vous avez vu les armes qui sont sorties à la maison de Delphin Caïn. Delphin Caïn. Il y a plusieurs défenses qui ont transporté les armes qui sortaient d'une maison d'un individu. Aujourd'hui, c'est John Numbi. Ils sont nombreux que nos services aident les Congolais. Ils sont nombreux. Dans leur maison, il y a des armes. Ils gardaient ces armes pour en faire quoi? Or que ces armes peuvent servir au fond là-bas. Il y a d'autres sources qui disent que ce sont des coups montés juste non, mon pour... frère, évitez ça. Autre temps, autre mœurs. Nous ne sommes pas au temps où on montait les histoires contre les gens. Même la documentation, là, on a monté les choses. Le frigo, le congélateur qu'on a trouvé avec le lit d'hôpital, là, le lit de la morgue, c'est quelque chose monté. Ces gens-là, quand ils sont entrés avec quoi? Ce sont les militaires qui sont entrés avec lui. Mais ils ont répertorié les armes. Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs... Il y a beaucoup de raisons qui contiennent les armes. Il y a quelqu'un qui disait John Numbi, c'est un général d'armée, c'est pas mauvais qu'il puisse avoir un armement dans son domicile pour parce que derrière quoi? lui, il a des colonels, majors, ainsi de suite. Donc c'est un général d'armée en fonction d'ailleurs, qui devait avoir aussi un certain armement dans son domicile. Ce n'est pas une bonne manière de comprendre les choses. Lui, en tant que général d'armée, 4 étoiles. Et c'est un peu de feuilleter l'histoire, n'est-ce pas, militaire. Avoir 4 étoiles, il faut vraiment passer à des épreuves et des épreuves. Mais malheureusement, ici, on octroyait le grade selon le V.
selon votre appartenance, et surtout si vous avez des affinités avec le chef, vous aurez tous les grades du monde, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, ce que nous avons assisté les jours passés, concernant ce qui a été découvert dans la maison de M. Pierre Lumumbi, c'est que John Lumumbi, ça doit être des actions à décourager. Parce que tout cet armement peut nous servir à l'est de la République, et d'ailleurs, on en a besoin. Mais une personne a gardé ça pour en faire quoi? Pour préparer aussi son coup d'État, c'est temps au Congo évolue. L'AFDL a eu son temps, n'est-ce pas, d'entrer, parce qu'il y avait cet accompagnement de notre peuple. Nous tous, nous avons accompagné l'AFDL. On a créé un changement et malheureusement, c'était un fiasco. C'était un conglomérat des aventuriers et des opportunistes, comme l'avait dit Musée. Et nous avons compris qu'il avait une idée d'avance. Mais malheureusement, c'est lui qui est venu avec, en nous vantant même demander comme des Congolais. Mais le jour où il a été surpris pour dire que lui aussi était roi. Donc il nous disait qu'il était Congolais. Je crois que nous, les Congolais, nous devons avoir la confiance en notre pays et de dire que le bonheur du Congo ne viendra pas des autres pays, ne viendra que de nous-mêmes. C'est pourquoi même je suis en train de voir cette proposition de loi de Tchani, que les Congolais puissent accompagner cette loi. Vous revenez encore de père et de mère. Nous devons voir les Léviathans. Pour écarter Moïse Katumbi de la course. Ne me citez pas les gens que le Congo a tout donné, mon frère. Le pays de mes ancêtres a façonné des gens ici. Il leur avait donné tout ce qu'il fallait. Il a aussi beaucoup donné au Congo, lui. Qu'est-ce qu'il a donné au Congo? Quand il fabrique ses t-shirts justement pour qu'on l'applaudisse et qu'on le prend à l'aéroport, mais pour le bonheur du Congo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché beaucoup de gens ici au Congo. Quand il vous prend comme chauffeur parce qu'il a dans ces acheté, différentes entreprises. Non, quand il vous embauche alors comme qu'il y a des Congolais, des pères et des mères. Alors qu'il y a des Congolais, des pères et des mères qui ont beaucoup de moyens, mais ils n'investissent pas au Congo. Non, moi je ne sais pas moi dans quel cadre vous situez les débats. Tu achètes ton véhicule, tu prends un chauffeur, tu le payes parce qu'il est chauffeur. Parce qu'à toi-même, tu ne sauras pas conduire le gros véhicule. Il a été suspendu en dehors de nos frontières. Qui a fait qu'il soit retourné ici? C'est Félix Tshisekedi qui lui a octroyé le passeport, qui lui a remis même ses entreprises. C'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'écarter des individus, et il n'est pas les seuls, ils sont nombreux. Mais en tant que les Congolais, nous avons le devoir de pouvoir sauver la République démocratique du Congo. Les 3 petites minutes qui nous restent, nous allons quand même voir ce qui s'est passé au niveau de la Guinée. Alpha Condé, enfin tombé. Un autre président, chef d'État africain, qui part du pouvoir par le biais des armes. Est-ce qu'en plein 21e siècle, on peut continuer toujours à faire partir les chefs d'État par les biais des armes? Je dois vous rappeler que le Congo a toujours été un modèle. Voilà, depuis 1997. C'est aujourd'hui les amis de la Guinée emboîtent les pas. Ok, nous, ça fait déjà combien d'années? C'est plus de 25 ans. Révolu. Assister à une alternance. C'est maintenant que nos amis de la Zambie ont suivi les pas. Mais je dois vous rappeler, la violence sur toutes ses formes ne peut jamais être encouragée. Et les militaires, c'est connu leur place, c'est où? Vous comprenez? Celui qui a été élu démocratiquement ne peut être que chassé par le peuple qu'il a élu, par les armes. C'est une liste de procédure. Et le chef de l'État d'ailleurs, le chef d'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, a demandé à ce que l'ordre constitutionnel soit établi. C'est d'ailleurs la question que les uns et les autres se posent. Est-ce que cette junte militaire va écouter ce que le président de l'Union africaine a dit? Ça, il faut qu'on se le dise. Le président a joué son rôle en tant que président de l'Union africaine. Mais cela ne veut pas dire qu'il devient le président de la Guinée. Vous comprenez? Tout ce qui se passe là-bas, c'est une histoire boutiquée par les Français, c'est connu. Ce monsieur-là, pas même un mois, il a failli être arrêté. Le monsieur-là, il a failli être arrêté. C'est un indiscipliné de l'armée. Il vient de l'armée de la France. Et il quitte la France, il vient en Guinée. Je crois que ça doit interpeller les présidents africains. Pourquoi? Tu vois, la force spéciale, c'est la même force spéciale qui a créé un coup d'État au Mali. Toujours cette force spéciale.
Et maintenant, c'est le tour de la Guinée. Et maintenant, ça sera le tour de la Côte d'Ivoire. Nous, les Congolais, nous sommes les donneurs de leçons. On leur avait donné des leçons depuis. On s'est débarrassé des dictateurs depuis. Ce monsieur-là a craché sur son combat, M. Alpha Condé. C'est quelqu'un qu'on considère comme un grand parce que quand il était opposant, vraiment, c'est quelqu'un qui était considéré comme Étienne Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, la folie du pouvoir, l'ivresse du lait, lui a conduit, lui aussi a opéré, n'est-ce pas, un coup d'État constitutionnel. Je crois que... d'un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire. Donc, voilà, ils se sont réglés les comptes. Je crois que vous avez vu la population quand même à sa yes. On a fait défiler les présidents sur les ruelles de Conakry avec sa chemise déjà vraiment, je vais dire, fatiguée. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Adolphe... Courage au peuple guinéen. Je crois qu'ils doivent trouver les mécanismes pour respecter, n'est-ce pas, cette... logique constitutionnelle et surtout les urnes qui ont été exprimées par le peuple guinéen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Adolphe Amissi, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Je crois que je dois rappeler à la jeunesse de la République démocratique du Congo que notre avenir en dépend. Nous sommes censés accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut voir un nouveau Congo. Créer un prototype d'homme responsable, c'est ça l'idéal. C'est ça même le vœu de nos pères fondateurs qui ont dit créer un prototype d'homme responsable, on sous-entend un développement d'un pays. La jeunesse ne doit pas être instrumentalisée par le politique, mais nous devons comprendre par où se trouve notre intérêt. Et à cela, au gouvernement et au président de la République en particulier. Je sais, c'est quelqu'un qui écoute et qui comprend. C'est quelqu'un qui n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Il est peuple. Il est président de la République. Notre peuple mérite mieux. Cette histoire, des histoires surgelées là, ça doit trouver solution. Le peuple doit manger. Comme d'ici là, on va assister à la rentrée scolaire, la gratuité est effective. Je crois qu'avec les écoles fictives, on va majorer l'argent de nos enseignants qui sont dans la ligne droite, qui sont en ordre. Et tous ceux qui ont justement consommé l'argent du trésor inutilement, je crois que la justice doit faire son travail. Et à cela, je sais que l'avenir du Congo est meilleur. Ensemble, nous sommes capables de le faire. Adolphe Amissi, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous accorder cette confiance. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Autour du plan. Pour le numéro de ce soir, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.